Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle Zone Pôle, votre rendez-vous donc politique, en direct du Salon international de l'agriculture. On est ensemble durant 30 minutes et la rédaction d'Emerger va poser toutes ces questions à une personnalité de la vie politique. Et aujourd'hui, cette personnalité, eh bien, c'est vous, Geneviève Darrieussecq. Bonjour. Vous êtes ministre délégué auprès du ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, chargé des personnes handicapées. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alors avec vous, Madame la Ministre, nous allons aborder la question du handicap, forcément, et dans un premier temps avec ce dossier brûlant depuis le début de cette année, la réforme des retraites. Puis dans un deuxième temps, nous abordons toujours cette question du handicap avec la situation justement des personnes handicapées dans le monde de l'agriculture. Et enfin, nous conclurons cette interview avec les projets de loi sur la corrida. Voilà, un programme donc chargé. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes sur Emerger TV, sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag Emerger. Zone Pôle au Salon international de l'agriculture, ça démarre tout de suite. Bonjour, Mathilde Couvillère-Flornoy. Bonjour. Geneviève Darrieussecq, pour que nous en sachions un petit peu plus sur vous, pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, eh bien Mathilde s'est chargée de préparer votre portrait à sa manière. Je vous propose de l'écouter et voilà. Et s'il y a besoin, vous pourrez réagir derrière. Mathilde, c'est à vous. Madame la ministre, bonjour. Vous êtes une femme issue directement de nos belles régions en France et plus particulièrement de la Nouvelle-Aquitaine, car vous venez des Landes, dans le sud-ouest de la France. On peut dire que vous êtes avant tout une femme de terrain. Avant de faire de la politique, vous avez été médecin allergologue à l'hôpital de Mont-de-Marsan. Et justement, on va en parler de Mont-de-Marsan. En 2008, vous réussissez à prendre la tête de la ville en tant que maire centriste, alors que la ville avait été à gauche pendant 46 ans. C'est un beau score. Vous restez ensuite à la tête de la mairie pendant 9 années consécutives. Autant d'années de victoire sur le mur des champions avec Mont-de-Marsan face à Palavas et Flo pendant les compétitions intervilles. Une vraie raclée, je m'en souviens encore. Et en 2017, Geneviève Darrieussecq va monter à la capitale. Oui, c'est en 2017 que vous accédez au poste de secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Florence Parly, à l'époque. En 2020, ensuite, vous devenez ministre délégué à la mémoire et aux anciens combattants. Et aujourd'hui, vous êtes ministre délégué chargé des personnes handicapées. Moi, j'ai qu'une question. À quand la victoire? À quand le poste de ministre et non pas celui de ministre délégué? J'ai lu quelque part que vous étiez fan de rugby. Donc, allez-y, rentrez dans la mêlée, franchement. À 66 ans, il n'est pas trop tard. Vu leur gabarit, vous pourriez largement battre Gabriel Attal ou Olivier Dussopt, j'en suis sûre. D'ailleurs, en parlant de poigne, Mathilde, il y a un sujet qui agace Madame la Ministre. Oui, comme toute femme landaise qui se respecte, quand ça vous agace, vous le dites, vous ne supportez plus le débat sur la corrida et vous ne seriez donc pas ami avec Aymeric Caron qu'on a reçu cette semaine. Pour vous, la corrida, c'est la tradition, c'est le terroir. Vous dites même que les taureaux sont bichonnés. Alors, pas sûr que les taureaux soient bichonnés quand ils ont une épée dans le corps. Peut-être qu'à choisir, il préférait plus la piscine d'Interville. Et pour finir, notre invitée de ce matin est une femme de mémoire. Tout à fait. Vous n'oubliez pas d'où vous venez. Vous n'oubliez pas non plus, lorsque vous étiez ministre délégué des anciens combattants, de créer des monuments pour les harkis. Vous n'oubliez pas vos études de médecine pendant le Covid, lorsque vous venez 3 fois par semaine à l'hôpital de Clamart. Mais surtout, aujourd'hui, vous n'avez pas oublié qu'il y avait des taureaux au salon, qu'il ne fallait pas vous habiller en rouge. Merci Mathilde Couvillère-Flornoy pour ce portrait qui vous satisfait? Écoutez, il est assez fidèle. Bon, eh ben... moi, je n'ai pas grand-chose à redire de ce portrait. Voilà, je crois qu'il montre que j'ai un parcours particulier. Je ne suis pas une politique de toujours. J'ai eu une vie, 25 ans de vie professionnelle. Et ensuite, un engagement pour notre société, pour notre pays. Et voilà, je suis une femme de conviction et... je vais tâcher d'en avoir encore ce matin avec vous. Eh ben parfait, merci Mathilde Couvillère-Flornoy. Et ben justement, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, dans la mêlée, comme le disait Mathilde, puisqu'on va démarrer avec le projet de réforme des retraites. Voilà, je me suis un peu perdu. C'est le sujet donc de tous les plateaux, c'est le sujet aussi de tous les Français finalement en ce début d'année. La question des travailleurs handicapés n'est pas bien trop peu abordée, Madame la Ministre. Pour Lamia El Harare, adjointe à la mairie de Paris, cette réforme risque de renforcer la précarisation des personnes en situation de handicap. Et on voit ça avec vous, Axel Rebaud. Bonjour. Bonjour Alban. Geneviève Darrieussecq, bonjour.
Avec des taux de chômage et de pauvreté largement supérieurs aux moyennes nationales, des carrières qui sont très souvent hachées et une fatigue qui se développe bien plus vite, vous comprenez que c'est dur à avaler pour les personnes handicapées de devoir travailler plus longtemps avant la retraite? Ce que vous dites est faux, puisque les personnes handicapées ne vont pas travailler plus longtemps qu'aujourd'hui, puisque rien ne change pour elles. Justement, on a cette question on ne change rien, mais justement, les personnes handicapées, toutes les associations attendaient plus d'avancées sociales, quelque chose qui va aller les aider davantage, plus d'aide, et on a juste un statu quo. Donc en fait, c'est quoi le message qui est donné par le gouvernement? Les personnes handicapées doivent se sentir heureux, en fait? Pas du tout. Les personnes handicapées, vous savez, nous travaillons auprès d'elles pour que, d'abord, elles soient le mieux possible incluses dans la société, pour qu'elles puissent accéder à des carrières professionnelles, avoir des vrais parcours professionnels pour pouvoir arriver justement à la retraite dans les meilleures conditions, avec éviter la pénibilité, faire en sorte que leur poste de travail soit adapté. Enfin, donc, nous avons une attention particulière pour les personnes en situation de handicap. Mais dans la réforme des retraites, là, elles ne seront pas pénalisées puisque les choses ne changent pas pour elles. Donc, il n'y a pas de dégradation. Et je crois que... Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'amélioration. Mais en fait, si j'entends bien tout le monde, il y a de l'amélioration pour personne. Vous voulez de l'amélioration pour quelqu'un ici? Non, mais pourquoi faisons-nous cette réforme des retraites? On ne la fait pas pour faire du mal aux gens. On ne la fait pas pour embêter les gens. On l'a fait très simplement parce que dans quelques années, il sera impossible de continuer à payer les retraites au taux où elles sont réglées aujourd'hui et il sera impossible de maintenir notre système par répartition. Encore une fois, donc moi je suis inquiète pour les jeunes, je suis inquiète pour mes petits-enfants. Ça c'est l'une des perspectives du corps en vérité que vous choisissez de garder. Mais il y a eu 3 perspectives, 3 projections sur les prochaines années. Il y en a un seul qui dit qu'effectivement ça va être compliqué de continuer à financer ses retraites. C'est celui que vous avez gardé. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer aujourd'hui, oui, c'est le seul la seule projection qui vale, c'est la nôtre, celle qu'on choisit, donc on doit faire cette réforme? Tous les autres disent non, chacun fait... Quelles autres, on a d'autres projections du corps. Quelles autres projections? Il y a eu 3 autres projections, 2 autres projections. Certaines disent effectivement ça va se résorber au bout de 10, 15, 20 ans. Et le corps, qui est un organisme indépendant, dit que les choses vont se dégrader inéluctablement dans les années à venir. Pour une raison très simple. C'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui atteignent la retraite que de personnes qui vont rester en emploi. Donc, au bout d'un moment, moi, j'ai une réflexion qui est assez simple. S'il y a de moins en moins de personnes en situation de cotiser pour de plus en plus de personnes qui ont besoin de pension de retraite, nous aurons un déficit. Donc, la réforme des retraites est là pour combler ce grand handicap qui, je peux le dire là où je suis, qui atteindrait notre régime par répartition. Et nous voulons conserver ce régime par répartition. Je pense que c'est essentiel. Moi, vous voyez, à l'âge que j'ai, vous l'avez dit tout à l'heure, 66 ans, je me pose pas la question pour moi. Je me pose pas la question pour les personnes retraitées aujourd'hui. Je me pose la question pour mes enfants et mes petits-enfants. Et je pense que c'est eux qui pâtiraient d'une absence de réforme aujourd'hui. Et ça m'inquiéterait beaucoup. Donc, je veux véritablement que, nous puissions, être tous responsables et que nous nous serrions les coudes face à cette perspective d'avenir. Parce que ce n'est pas une réflexion à court terme, mais c'est une réflexion à moyen terme et à long terme pour notre société et pour l'équilibre de notre société. Parce que dire que nous ne ferons rien, ça nous amènerait à quoi? Ça nous amènerait inéluctablement à aller vers des retraites, des personnes qui prendraient des dispositions individuelles. C'est pas forcément la question de ne rien faire, Geneviève Darrieussecq. Il y a aussi les idées d'une partie de l'opposition qui disent l'argent nécessaire, c'est environ 10 milliards pour résorber ce déficit des retraites. On peut aller le chercher autre part. Pour vous, l'idée de taxer différentes personnes, les plus riches, les 42 milliardaires français par exemple, à hauteur de 2%, comme le propose l'organisme Oxfam, qui résoudrait ce problème de 10 milliards, c'est hors de question. Vous ne résoudrez pas ce problème en taxant 10 milliards d'euros.
Vous savez, vous avez besoin de recettes qui soient pérennes tous les ans. Ce ne sont pas des recettes one shot, c'est-à-dire vous allez taxer quelqu'un. Un impôt, on peut le pérenniser. Vous ne pouvez pas, vous ne serez jamais assuré d'avoir ce type de recettes tous les ans pour pérenniser un système. Et de toute façon, nous sommes dans un système par répartition. Non, on peut pas forcément dire ça, Geneviève Darrieussecq. La fortune des... Vous êtes journaliste ou vous êtes, porteur de la voix d'Oxfam? Non, on n'est pas porteur de la voix d'Oxfam, on est porteur de la voix de la contradiction. Vous apportez une voix, j'apporte la contradiction qui est aujourd'hui portée par des organismes comme Oxfam qui vous disent effectivement il y a d'autres solutions, qui proposent par exemple de taxer à hauteur de 2% les 42 milliardaires qui ont ces dernières années eu un gain d'environ 300 milliards d'euros dans leur patrimoine. Et ils proposent juste 10 milliards parmi cette recette-là. Vous dites c'est hors de question. Oui, moi je dis qu'aujourd'hui, nous n'allons pas augmenter les impôts des Français, quels qu'ils soient. Et qu'il y aura effectivement peut-être des prélèvements sur les super profits faits à l'échelle européenne qui sont décidés actuellement. Il y aura peut-être ce type de prélèvements qui seront possibles, mais à mon avis, ils n'ont rien à faire dans un équilibre de pension de retraite, parce que ce n'est pas le sujet. Dernière question, très rapidement aujourd'hui. Vivre du chômage et des aides de l'État en attendant une retraite souvent très faible pour les personnes handicapées, c'est très compliqué. Le gouvernement fait quoi pour sortir les personnes handicapées qui souvent sont beaucoup plus touchées par le chômage des seniors? Très rapidement, Madame la Ministre. Alors, vous avez raison, il y a pour moi une importance à travailler avec les chefs d'entreprise pour leur faire comprendre que recruter des personnes en situation de handicap, c'est tout bénéfice pour l'entreprise. D'abord parce que ce sont des personnes qui sont très productives, autant que les autres. Ce sont des personnes qui génèrent une cohésion au sein de l'entreprise. Faut mettre des quotas, très rapidement. Non. Il n'y a pas de quotas. D'accord. Nous avons beaucoup travaillé dans ce sens. Le chômage des personnes en situation de handicap a beaucoup diminué parce que beaucoup d'emplois sont disponibles aujourd'hui sur le marché et ne sont pas pourvus. Et donc, nous devons continuer dans ce sens parce que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir, si elles le souhaitent et si elles le peuvent, accéder à l'emploi dans les mêmes conditions que les autres. Merci Axel Rebaud. Vous restez avec nous et Madame la Ministre, on continue, on reste dans le thème du handicap justement, où les personnes handicapées ont besoin aujourd'hui, c'est une réalité de beaucoup d'aménagements, des aides, des soins, des infrastructures particulières. Et si beaucoup reste à faire en ville, la campagne est bien souvent plus en retard encore. Axel Rebaud, c'est toujours à vous. Geneviève Darrieussecq, les personnes handicapées sont moins susceptibles encore aujourd'hui d'avoir suivi des études, d'avoir un emploi ou même de recevoir des soins de qualité lorsqu'elles vivent à la campagne. Comment est-ce que vous expliquez cet écart en 2023? Je ne sais pas d'où vous sortez vos conclusions. Ce sont les associations qui viennent avec ces conclusions. Oui, mais ce qui est certain, et ça je vous rejoins largement, c'est que nous avons véritablement besoin d'un maillage territorial, des soutiens et des accompagnements pour les personnes en situation de handicap. L'accès à l'école aujourd'hui est prioritaire pour nous, que ce soit à la ville comme à la campagne. Et nous avons les enfants en situation de handicap doivent pouvoir intégrer les écoles de la République dans tous les territoires de France. Et nous avons de plus en plus d'enfants qui intègrent ces écoles. Et nous voyons que de plus en plus de jeunes intègrent aussi les collèges et les lycées. Et moi, je trouve que ça, c'est formidable. Parce que ça montre que progressivement, l'inclusion scolaire, ce n'est pas que des mots, c'est une réalité et cela donne des perspectives à ces jeunes en situation de handicap. Et je viens là de croiser et d'échanger avec beaucoup d'écoles et d'instituts d'enseignement supérieur qui accueillent des jeunes en situation de handicap. Donc, nous avons ces chemins qui méritent ces marches d'être franchies. Et en zone rurale, moi, je veux saluer l'enseignement agricole. L'enseignement agricole qui accueille beaucoup de jeunes en situation de handicap dans d'excellentes conditions. Et ça, ils sont présents partout sur notre territoire. Et je crois que c'est une véritable opportunité et pour les jeunes et pour le secteur agricole d'avoir des professionnels formés
eh bien, dans notre ruralité. Geneviève Dariussec, dans les zones rurales, c'est même souvent compliqué de se rendre dans les collèges et les lycées. Il y a beaucoup plus de routes, c'est beaucoup moins desservi. Pour une personne en situation de handicap, on l'imagine, c'est encore plus compliqué. On peut imaginer des aides qui peuvent être allouées aux personnes handicapées pour justement leur permettre de se déplacer plus facilement avec des services, des transports en commun qui seraient tous équipés de moyens pour accueillir les personnes handicapées. Est-ce qu'on doit le généraliser et le rendre obligatoire? Ça existe déjà. C'est-à-dire que ce sont les conseils départementaux qui ont en charge la mise en œuvre des transports pour les personnes en situation de handicap et les jeunes handicapés, et qui les prennent en charge de leur domicile jusqu'à leur établissement. Ce qu'il nous faut, c'est continuer de travailler pour, en fait, moi ce que j'aimerais, et ça c'est l'inclusion qui serait formidable, c'est qu'il n'y ait pas de dispositif particulier et que effectivement les jeunes en situation de handicap puissent prendre les transports de tous les autres jeunes. Et pour cela, il faut travailler aussi avec les entreprises de transport public. Il faut des arrêts de bus. Il faut des arrêts de bus accessibles. Il faut des bus accessibles et il faut peut-être des bus avec des accompagnateurs pour les jeunes avec des handicaps invisibles, mais des troubles psychiques ou des troubles cognitifs. Donc, on n'en est pas encore là. Mais aujourd'hui, les déplacements des jeunes en situation de handicap sont assurés par les conseils départementaux. Alors, on n'est pas encore là, vous le dites, pour tout ce qui est transport en commun généralisé toute la France. Vous aimeriez vraiment qu'ils soient tous adaptés. Vous dites on n'est pas encore là, c'est-à-dire vous avez un horizon pour vraiment avoir l'ensemble des transports en commun en France et donc en zone rurale qui pourraient être accessibles aux handicapés? Moi, vous savez, l'accessibilité, nous devrions y être en 2024. Nous travaillons sur l'accessibilité universelle. C'est un vrai enjeu pour notre pays. Pour 2024. Nous avons beaucoup de retard. Nous n'y serons pas en 2024. Et l'accessibilité universelle, c'est les transports, ce sont les bâtiments, les établissements recevant du public, qu'ils soient privés ou qu'ils soient publics, liés aux collectivités territoriales ou à l'État, ou privés, ce sont les commerces, les restaurants, tout ce qui accueille du public. Les transports, bien sûr, c'est un enjeu majeur. Nous n'y sommes pas. Et nous allons, la prochaine conférence nationale du handicap va nous permettre, j'espère, de mettre le focus sur ce sujet et d'avoir un coup d'accélérateur dans ce domaine. Et nous avons une échéance importante qui est Paris 2024, les Jeux Olympiques et Paralympiques, où nous travaillons sur cette accessibilité universelle à l'échelle de l'Île-de-France et de tous les sites, bien sûr, olympiques, qui, j'espère, va nous permettre de donner une impulsion sur la France entière. Vous avez expliqué plutôt dans cette interview que l'éducation en zone rurale est très accessible pour les personnes handicapées. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dedans. Est-ce qu'on peut aussi imaginer donc, des formations pour orienter les personnes dans le monde agricole? Est-ce que les personnes handicapées ont leur rôle à jouer justement dans ce secteur? Ah, parfaitement. J'ai visité beaucoup de lycées agricoles qui accueillaient des jeunes en situation de handicap dans de très bonnes conditions. J'ai visité des CFA agricoles. Chaque CFA aujourd'hui doit avoir un référent handicap et doit permettre aux jeunes en situation de handicap de pouvoir intégrer les formations du CFA. Je peux vous assurer que ce sont des jeunes d'abord qui s'y épanouissent, qui acquièrent des compétences dans d'excellentes conditions et qui après font des professionnels assez formidables. Donc oui, l'enseignement agricole à tous ces niveaux, à tous ces étages, est tout à fait adapté pour les jeunes en situation de handicap et je travaille avec le ministre de l'Agriculture à faire en sorte que tous ces établissements accueillent des personnes dans de bonnes conditions. Dernière question, Axel, s'il vous plaît, rapidement. Geneviève Dariussec, très rapidement. Donc, vous dites ces personnes ont un rôle à jouer dans le secteur agricole. On peut imaginer donc des fermes, des exploitations entièrement gérées par des personnes en situation de handicap? Pourquoi pas? J'ai rencontré un jeune qui avait l'intention, qui était en situation de handicap, mais qui avait l'intention de s'installer exploitant agricole. Donc moi, je pense qu'il faut... C'est une question d'accompagnement, partout et toujours. Il faut accompagner. Alors, on accompagne bien d'ailleurs tous les jeunes qui veulent s'installer aujourd'hui, et je crois qu'il faut aussi accompagner, peut-être de façon plus spécifique, les jeunes en situation de handicap.
Merci Madame la Ministre, merci à vous. Axel Rebaud, dernier chapitre de cette zone pôle, Madame la Ministre, la corrida avec l'interdiction donc de la corrida qui a fait l'objet en fin d'année dernière d'une proposition de loi à l'Assemblée nationale par le député LFI NUPES Aymeric Caron. Projet finalement, une proposition finalement qui a été retirée après le dépôt de centaines d'amendements. Pour aborder ce sujet, j'accueille Quentin Leport. Bonjour Quentin. Bonjour Alban. Bonjour Madame la Ministre. La proposition de loi visant à interdire la corrida a été retirée après le dépôt de centaines d'amendements d'autres groupes parlementaires. Ce texte a tout de même fait grand bruit et a notamment divisé la majorité dont vous faites partie. Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, et vous êtes favorable à la corrida, alors que ce n'est par exemple pas le cas d'Aurore Berger, qui avait signé une tribune en 2021 pour la faire interdire, ou encore de Sylvain Maillard, qui n'y est pas favorable. Est-ce que le fait que 3 membres du gouvernement soient ouvertement favorables à cette tradition a joué sur le fait que l'interdiction de la corrida n'ait pas eu lieu, madame? Je ne crois pas. Je crois que tout s'est joué sur le fait d'avoir une loi qui limitait les libertés des individus et qui n'était pas entendable sur un plan général. Vous étiez le mois dernier chez nos confrères de Public Sénat et vous êtes revenu sur les débats à propos de l'interdiction de la corrida. Vous avez dénoncé une stigmatisation de traditions et de racines et vous avez dit que ces attaques profitent au vote d'extrême droite. Pourquoi est-ce une stigmatisation des traditions et en quoi est-ce que les débats sur la corrida profitent à l'extrême droite selon vous? C'est pas le débat sur la corrida spécifiquement. C'est la stigmatisation permanente. Ne créons pas de désespoir dans les territoires. Ne créons pas le sentiment que l'on est montré du doigt, que l'on passe pour des brutes épaisses, excusez-moi, j'ai entendu ces termes, que l'on passe pour des incultes, des ignares, des gens du Moyen-Âge. J'ai tout entendu, vous savez. J'ai tout entendu, et pendant les années où j'étais maire en particulier, où je recevais tous les ans des centaines de courriers, des centaines de mails insultant, demandant ma mort, me souhaitant de vivre les pires souffrances dans ma vie, s'attaquant à ma famille. Si vous voulez, moi tout ça, je l'ai connu. Je l'ai connu pendant les 10 ans où j'ai été maire, parce que j'organisais des festivals. Aussi, et ce que je vois, c'est cette bien-pensance qui semblerait être une bien-pensance peut-être urbaine, qui montre du doigt des personnes qui vivent dans des zones rurales. Vous pensez donc qu'il y a vraiment un clivage entre les gens des villes à ce sujet et peut-être les gens de la région, des régions où se pratique la corrida, et qu'il y a une incompréhension peut-être de la part des citadins à cet égard? Je pense que, vous voyez, les citadins, ils viennent au salon de l'agriculture. Certains découvrent les animaux. Certains découvrent les façons culturales, les modes opératoires d'élevage. Et peuvent être étonnés d'ailleurs de la façon dont ça se passe. Parce que je ne connais pas un éleveur, moi qui suis une fille d'éleveur et une fille de la campagne, je ne connais pas un éleveur qui n'aime pas ses animaux. Je ne connais pas un éleveur qui traite mal ses animaux. Donc si vous voulez, voilà, je crois qu'il ne faut pas stigmatiser, il faut respecter les personnes, respecter, pour ce qui est des spectacles taurins, respecter les personnes qui se rendent au spectacle taurin. Ils ne sont pas plus violents. Ils ne sont pas assez respectés ils ne sont pas, à l'heure absolument. actuelle. Ils ne sont pas plus violents que les autres. Ils le sont moins, d'ailleurs, je pense. Les jeunes ne sont pas plus pervers que les autres. Je pense qu'ils le sont moins. Mais à ce propos, Madame la Ministre, à propos des spectacles taurins, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution, peut-être une alternative envisageable, sans leur interdire bien sûr cette tradition qu'affectionnent beaucoup de Français? Est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être cesser simplement la mise à mort, faire comme le Portugal qui depuis 1928 a trouvé une alternative aux mises à mort et en fait continue à pratiquer ces spectacles? C'est à pratiquer cette tradition, mais d'une manière peut-être différente. Et est-ce qu'on ne pourrait pas, voilà, se mettre à la page, peut-être imiter le Portugal à ce niveau-là? Écoutez, tous ces spectacles et cette culture, parce que c'est une culture, ça a été mis
patrimoine immatériel culturel de la France. Donc c'est une culture, elles ont leurs racines, elles ont leur histoire. Qu'il faille faire évoluer les choses, après tout, il faut demander aux acteurs s'ils envisagent, d'ailleurs il y a beaucoup de choses qui ont évolué, de continuer de faire évoluer les choses, pourquoi pas. Mais en tous les cas, moi ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de stigmatiser. Bien sûr. Voilà. En tout cas, la culture taurine et les corridas est un vecteur de toute une économie dans le sud-ouest de la France. C'est une évidence et c'est incontestable et beaucoup de gens apprécient cette pratique. Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un décalage entre cette pratique que beaucoup de gens affectionnent et la souffrance qui est infligée? Est-ce que justement il n'y a pas une comment dirais-je une contradiction entre le plaisir que suscite à cette pratique et d'un autre côté l'éventuelle souffrance que peuvent voir des gens à travers la mise à mort du taureau à la fin? Bon, tout ça, vous avez raison, c'est très philosophique. Moi, je pense que les personnes qui sont dans des arènes ne pensent pas à la souffrance du taureau. Ils ont devant eux un animal qui est un taureau de combat, donc qui se bat. Qui est voué donc à la finalité qui est la sienne. C'est un taureau qui se bat. Donc, on n'a pas du tout la même approche. Et moi, je ne pense pas que quelqu'un qui est dans une arène et la moindre n'a pas du tout ce ressenti, ne ressent pas les choses du tout de cette façon-là. Et on ne le remet absolument pas en cause. Et je pense que cette culture est très ancrée et elle est très importante aussi parce qu'elle fait partie du patrimoine. Mais c'est simplement, voilà, c'est la question d'une alternative éventuelle, comme je le disais précédemment au Portugal. Et enfin, les corridas portugaises, les taureaux sont sont piqués pendant la corrida, les cornes sont sciées. Enfin, je veux dire, il y a aussi, il n'y a pas de mise à mort, mais il y a aussi un taureau qui meurt après. Hein. Et ce que certains détracteurs, je pense, disent à propos de la corrida, c'est qu'il y a une sorte de, entre guillemets, de plaisir à... Non, donc... je crois que là, tout le monde est à côté de la plaque. D'accord. Le plaisir, il n'est pas du tout là. Ce qui est important, c'est le combat entre l'homme et la bête, qui est une bête, de combat. Ce n'est pas du tout, alors là, absolument pas un plaisir macabre. C'est plus une vision artistique des choses. Oui, vision artistique. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de glorifier l'animal éventuellement, par exemple, à travers le combat? Est-ce que, par exemple, il existe des spectacles, si je ne me trompe pas, dans des arènes qui ne découlent pas forcément à une mise à mort? Ça existe aussi. Est-ce que ça ne pourrait pas être simplement la réponse à ça et qu'on maintienne cette culture qui est encore une fois qui est tout à fait légitime et qui fait partie de notre patrimoine? Voilà, est-ce que mais vous ne verrez pas la même chose. Vous avez déjà les raseteurs, vous avez beaucoup de spectacles taurins, oui, bien sûr. avec des animaux, mais que remettent en cause aussi Monsieur Caron et ses amis. Hein, de toute façon, eux, tout ce qu'ils vont développer, ce sera la fin potentielle de l'élevage de ces taureaux qui disparaîtront. Ça sera une atteinte à la biodiversité, hein, en définitive. Donc, s'ils veulent aller à l'inverse de ce qu'ils prônent par ailleurs, je suis. Il faut garder la diversité des spectacles. Les choses ne sont pas du tout identiques, ne sont pas comparables. Moi, si vous voulez, c'est culturel. C'est nos racines, c'est comme ça. C'est installé dans nos territoires. Dans mon territoire des Landes, eh bien, c'est installé de façon importante et durable, je l'espère. Et en tout cas, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête de nous stigmatiser. Bien sûr. Merci, Madame la Ministre. Merci à vous, Quentin Leport. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette nouvelle zone pôle. Merci à vous, Madame la Ministre Geneviève Darrieussecq, donc ministre déléguée aux personnes handicapées, d'avoir tout simplement accepté notre invitation ce matin. Bon passage dans ce salon de l'agriculture. Merci également à Mathilde Couvillard-Flornois pour son portrait. Merci à Axel Rebaud et à vous, Quentin Leport, pour vos questions. Rendez-vous demain 10h pour une nouvelle zone pôle, toujours en
direct de ce salon de l'agriculture. Je reçois demain Benoît Biteau, député européen Europe Écologie Les Verts, pour notamment parler d'agriculture. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants pour cette fois-ci votre émission à travers champs jusqu'à 12h30.